Please be seated. Yes, Mr. Karadzic. Le président, Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Monsieur Karadzic, voyons l'évolution des événements, les contacts de l'accusé ici présent avec le Serbe le plus haut placé dans les rangs de la police, qui n'est pas membre du SDS, qui s'y trouve grâce à ses compétences techniques. Et que dit-il? Il dit, au sein du MOUP, nous sommes privés de cadres, en particulier dans la sûreté d'État. On a le droit de rien faire ici à titre individuel. L'ensemble du collège doit se rassembler et il faut leur dire tel ou tel poste est libre et nous proposons un candidat pour ce poste. S'il vous plaît, arrêtez de faire ces choses-là à titre privé. Que dit ici le président du parti au pouvoir? Il dit que les Serbes employés du MOUP doivent exiger d'avoir le droit de choisir leur homme. Mais ce n'est pas Radovan Karadzic qui exige cela. Il n'exige pas la nomination de tel ou tel homme. Il exige que les Serbes, dans les rangs du MOUP, aient la possibilité d'avoir le dernier mot dans le choix des hommes et non pas le parti. Donc, c'est le 22 juillet. À présent, dites-leur de prendre les choses au sérieux. Dites-nous, est-ce que vous savez ce qui en est la situation? À Prijedor, dans l'après-midi du vendredi, ils ont nommé un homme. Là, vous avez un musulman qui est le commandant. Vous avez un musulman qui est le maire de la ville. Et vous avez à la place du chef de la défense territoriale un musulman également. Donc, lorsque les Serbes omettaient de nommer leur homme à un poste qui leur revenait, eh bien, les musulmans le faisaient. Et là, vous avez les bases qui sont jetées pour le bain de sang qui aura lieu à Prijedor. Et on verra bien comment cela se produira. Là, nous en sommes en date du 17 septembre 1991. Nous avons Karadzic et Plavšić. Aujourd'hui, nous allons probablement les rencontrer. Et je dis, il n'y aura pas d'entretien, pas de pourparlers, tant qu'ils n'auront pas arrêté de décider où seront affectés les employés serbes au sein du MOUP. Tant qu'ils n'auront pas arrêté de prendre des décisions qui nous concernent. Nous allons extraire notre partie du MOUP, nous allons répartir le MOUP d'après les comptants et ils sont en train de nous démontrer que ce sont eux qui vont décider comment nous allons vivre et travailler là-bas. Voyez-vous, ce n'est plus à titre hebdomadaire ou mensuel qu'on se réunit. La situation évolue d'heure en heure. Et nous avons ici une conversation entre l'accusé ici présent et le chef du parti en Bosanska Krajina, le docteur Mukic. Il y a des forces en Bosnie-Herzégovine qui savent qu'elles ne peuvent pas parvenir à ce qu'elles souhaitent sans la guerre. Et il leur faut une raison pour déclencher la guerre pour pouvoir le reprocher à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas leur fournir cette raison pour déclencher la guerre. Et c'est la chose la plus importante. Et d'ailleurs, la législation et toutes les lois sont de notre côté. Monsieur Karadzic, pour le compte-rendu d'audience, je précise que Izetbegovic veut faire la guerre et Babic lui emboîte le pas. Nous sommes en train de parler de Milan Babic qui s'est souvent trouvé dans la Krajina puisque c'était pas loin pour lui.
Et je dois dire que ces estimations et ces agissements ont été très difficiles pour nous. Et voilà ce qui est dit. Dites aux hommes de Krajina que j'ai dit à Alija Izetbegovic qu'il prépare la guerre, qu'il demande de l'aide pour la guerre. Et apportez-lui cette réponse. Il y a des forces en Bosnie qui savent qu'elles ont besoin d'un prétexte pour la guerre et que cela viendra d'en haut. Et nous ne devons pas fournir ce prétexte. Et d'ailleurs, le droit constitutionnel et le droit de manière générale est de notre côté. Donc, le message en substance que nous adressons est le suivant. Ne faisons rien qui pourrait être interprété comme une invitation à la guerre. Les musulmans se détournent des intentions belliqueuses d'Alija Izetbegovic. Ils ont la République, ils ont la Yougoslavie. Personne de bon sens n'ira faire la guerre. Alija voudrait la guerre pour modifier cela. Et maintenant, Alija ne peut pas expliquer à la population musulmane pourquoi il veut la guerre. La seule chose dont il a besoin maintenant, c'est un prétexte pour la guerre. Monsieur Karadzic, c'est une conversation entre Monsieur Koljevic, qui est membre de la présidence, et Monsieur Karadzic, où nous sommes favorables à ce qu'on empêche les irresponsables de fournir un prétexte pour la guerre. Donc, nous faisons ce que nous pouvons sur ce plan également pour empêcher que la guerre n'éclate. Et voyons les paragraphes 109 et 110 du mémoire préalable. Comment l'accusé ici présent est-il présenté ici? Depuis le tout début du conflit, le MOUP a joué un rôle important dans le cadre de l'établissement de l'autorité, la préservation de l'autorité des Serbes de Bosnie sur le territoire et la mise en œuvre de l'objectif criminel commun. Suite à ces prises de contrôle, le MOUP s'est mis à la tête de toute une série d'actions d'entreprises, à savoir de désarmer, d'arrêter, de procéder à des razzias, de détenir, de rouer de coups, de tuer et d'expulser les musulmans et les croates. Pendant des mois avant la division, Karadzic envisager cette séparation au sein du MOUP comme une composante essentielle du partage de la Bosnie-Herzégovine et la réalisation de l'objectif final, à savoir de se séparer des musulmans et des Croates. Voilà comment le procureur évoque les intentions de Karadzic, à savoir de créer ce MOUP distinct et d'entraver ainsi l'entente entre les Serbes et les musulmans. Et le procureur, tout simplement, cherche par là à reconstituer l'état des intentions serbes en se fondant sur le comportement serbe, mais qui n'est qu'une réponse, une réaction. Donc c'est tout à fait inacceptable, c'est tout à fait impossible de déduire nos intentions initiales en jugeant d'après nos réactions. Mais c'est le SDA qui décide des réactions des Serbes et pas les Serbes. Et la situation est à l'identique depuis les élections, depuis février. Donc, nous sommes constamment dans cette position où nous voyons dicter nos gestes par eux, si je puis le dire. Donc, nous réagissons. Alors, voyons maintenant comment s'est soldée cette tentative que nous avions, donc de séparer notre police. En fait, nous voulions que toutes les entités soient dotées de leur propre police. Voyons ce qu'il y en est des dispositions du plan de l'accord de Lisbonne, ou plutôt du plan de Cutiliero.
déclaration de principe pour de nouvelles dispositions qui seront prises sur le plan constitutionnel pour la Bosnie-Herzégovine. D. Les unités constitutives. Au point 3, le service civil, la police, le système judiciaire local et toute garde nationale qui serait créée par une entité constitutive reflèterait la proportionnalité de la composition nationale de la dite unité constitutive. L'ambassadeur Cutilero et la communauté européenne nous ont conféré le droit de nous doter de notre propre police. Et le 28 février, suite à cela, l'Assemblée a décidé que nous allions mettre sur pied notre propre police, mais c'est uniquement le 1er avril que nous avons procédé à le faire. Et donc, nous avons été forcés à faire cela. On nous a forcé la main. Or, aujourd'hui, le procureur me le reproche. Selon lui, mon objectif était d'atteindre, je ne sais pas quoi, à quel moment, mais en fait, ce n'est pas vrai. Mon comportement était conditionné par l'attitude du SDA. Et jusqu'à ce moment-là, à tout moment, nous étions au courant du plan secret entre Izetbegovic et Tudjman de lancer la guerre. Et d'ailleurs, pendant la deuxième moitié de 91, on demande à Izetbegovic pourquoi il ne lance pas la guerre contre la Yougoslavie. Et il répond, si, je vais le faire, mais j'attends le bon moment. Et donc, c'est le moment où on l'encourage. Et puis, à la mi-octobre, toute possibilité d'une solution pacifique disparaît. Tužilaštvo ima nekoliko ugaonih kamena na kojima pokušava. Le bureau du procureur se base sur certains éléments principaux et à partir de ces éléments principaux, il voudrait asseoir la responsabilité et la culpabilité des Serbes. Des éléments dans les chefs d'accusation du bureau du procureur figurent dans les variantes A et B des versions papier de ce document. Malheureusement, nous n'avons pas... Ceci n'a pas été créé au sein du SDS. Nous n'en avons pas parlé, nous ne l'avons pas adopté, il n'y a aucune trace de ceci. Et si ceci s'était passé, il y aurait eu des traces puisque tous nos comptes rendus de réunion ont été saisis. Lorsque nos différents officiers se sont rendus compte de ce que Martin Špegel recommandait aux Croates, lorsqu'ils ont vu à Sarajevo que leurs appartements étaient identifiés et que des assassins pourraient sonner à leur porte et les tuer en leur tirant une balle dans l'estomac, eh bien, ils ont préparé certaines directives de façon à voir ce qui était nécessaire pour éviter qu'une guerre se produise. Aucun parti politique et aucune personne comme Karadzic n'aurait pu faire quoi que ce soit. C'était le désordre qui régnait et personne ne savait vraiment que faire. Alors maintenant, essayons de voir ce que mentionne ce document. Dans le paragraphe 36 du mémoire préalable au procès de l'accusation, il est mentionné le 20 décembre 1991, aux environs du 20 décembre, une réunion au Lidein de Sarajevo. Karadzic a distribué aux leaders de la municipalité des instructions concernant la constitution d'instances clandestines, les cellules de crise serbes, variantes A et B. Il s'agissait d'instructions confidentielles constituées pour avoir comme rôle principal d'être les instruments par le biais desquels Karadzic et les autres membres des instances serbes de Bosnie pourraient asseoir leur contrôle sur les territoires et pourraient chasser les non-serbes. Fin de citation. Regardez ce qui apparaît dans ce paragraphe.
Il s'agit d'officiers en retraite qui ont fourni cela en disant dans la mise en œuvre de toutes ces mesures, il faudra s'assurer du respect des droits nationaux et des autres droits des membres de tous les peuples. Et nous devrons nous assurer de leur implication dans les autorités administratives qui seront constituées par l'Assemblée du peuple serbe dans la municipalité. Encore une fois, il faut replacer ceci dans le contexte de la conférence. Il s'agit bien sûr de la conférence de Lisbonne et du plan Coutilero. Nous savions que le SDA allait essayer de s'affranchir de cela en menant la guerre. Ceci était envisagé pour éviter la guerre et le désordre et pour s'assurer que personne ne soit blessé. Il va sans dire que les intérêts des autres sont pris en compte, notamment pour ces officiers qui sont en faveur de cette fraternité et de l'unité. Un autre élément essentiel de l'accusation réside dans ses objectifs stratégiques. Ces objectifs stratégiques n'ont pas été adoptés. En fait, ils ont été mentionnés lors de l'Assemblée du 12 mai et ils auraient été une plateforme pour la conférence lorsqu'il aurait été clair que on aurait élu une présidence et il y aurait donc cette présidence tripartite avec Madame Biljana Plavšić, Monsieur Nikola Koljević et le troisième étant moi-même. Nous avons donc présenté quelle serait notre position par rapport à la communauté européenne afin de continuer à nous efforcer de résoudre la crise par des moyens pacifiques. Étant donné qu'une guerre faisait rage, nous ne pouvions plus avoir des enclaves non reliées les unes aux autres, puisqu'en fait, les populations ne pourraient pas quitter ces enclaves si elles n'étaient pas reliées. Quelque chose a donc changé au niveau de nos objectifs, ou plutôt notre position a changé en ce qui concerne les négociations avec la communauté européenne. Un mois plus tard, à savoir en juin ou en juillet, la présidence a rendu une décision. L'objectif stratégique n'a pas encore été rendu public, mais une décision a été prise de les rendre publics et de les envoyer à la communauté européenne, ou plutôt aux négociateurs, avec une carte. Donc il ne s'agit pas de documents secrets. Il s'agit d'un jugement tout à fait injuste concernant Krajišnik. Ce serait incorrect de placer ces objectifs sur un piédestal, comme l'accusation le fait, pour ensuite avoir des déclarations qui seraient publiées dans le journal officiel de la République des Serbes de Bosnie. Si on trouvait des significations cachées et insidieuses, c'est parce qu'il faut les replacer dans le contexte d'événements qui s'en sont suivis. Une lecture anachronique des objectifs du mois de mai n'est pas uniquement non recommandable, mais en fait, elle va totalement à l'encontre du but recherché. Une lecture anachronique des instructions de décembre est également tout à fait mal à propos. Les instructions et les objectifs n'ont peut-être pas beaucoup d'utilité ni de substance, mais en fait, ils symbolisent une nouvelle autorité centrale qui s'était constituée à une époque où l'ordre ancien s'était désintégré. Ceci montre bien que nous avions le droit de nous réorganiser lorsque l'ancien système était en train de s'écrouler. Et en fait, ce système qui se désintégrait avait pour objectif de nous détruire. Donc, ce paragraphe aborde deux éléments essentiels de l'acte d'accusation contre moi. Et en fait, l'accusation a tort au titre de ces deux éléments essentiels. Même au vu du jugement qui a été prononcé précédemment et du jugement final qui n'a pas fait l'objet d'un appel. Mais l'accusation continue à arguer que ceci pourrait être utilisé contre moi. Alors, maintenant, essayons de voir, pour conclure sur ce point,
comment Lord Owen perçoit la situation. Lord Owen était plutôt anti-serbe lorsqu'il est arrivé parce qu'il disposait d'informations erronées qui lui avaient été transmises. Et en fait, il a été très rapidement surpris. Et il y avait d'ailleurs d'autres personnes des Nations Unies qui pensaient que les Serbes faisaient preuve de brutalité et ils ont changé d'opinion. C'est ce que David Owen dit dans son livre L'Odyssée des Balkans. L'image des musulmans de Bosnie non armés n'avait pas changé, même lorsque Alija Izetbegović avait admis ouvertement à la télévision que le gouvernement de Bosnie avait fait entrer par contrebande, par le biais de filières secrètes, 30 000 fusils ainsi que des mitraillettes, des armes à concurrence de 20 millions, des mines à concurrence de 37 000, 4 600 roquettes anti-chars, 20 000 grenades, 90 000 uniformes et 12 000 paires de bottes. Et je dirais également que, d'après les sources musulmanes, à Sarajevo, 80 000 avaient été produites ou fabriquées. Et il y a également une usine qui fabriquait plus de 80 000 obus de mortier ou mines. Mais l'accusation persiste à penser que sur la base de notre réaction, c'est-à-dire pris par la panique et en essayant de nous défendre, l'accusation considère que nous avions prévu ceci bien à l'avance, alors qu'en fait, nous avons réagi au défi qui avait été lancé par Hasan Cengiz et par d'autres, ceux qui, en fait, avaient déterminé un objectif en fonction de la déclaration islamiste comme prétexte de désordre. Mais nous ne pouvons pas attendre de prétexte naturel. Nous devons construire les nôtres. Et le SDS, dans des conditions régulières, aurait réagi différemment et aurait pu accepter les accords qui avaient été proposés. Mais ce qui se serait passé dans des circonstances régulières serait totalement différent. Comment aurait-il pu prévoir de séparer des parties de Bosnie-Herzégovine qu'il considérait comme étant serbes? L'accusation ne mentionne pas du tout cela et déclare comment le SDS a pu s'engager dans ces actions qu'ils ont menées. Alors qu'en fait, cette répartition ethnique était tout à fait exacte pour le SDA également. En fait, nous avions un panachage ethnique en Yougoslavie et nous n'étions pas en conséquence pas en faveur d'un retrait de la Yougoslavie. Nous voulions en fait asseoir nos positions en Bosnie, mais en fait, nous avons une population qui est mixte, vous voyez. Et maintenant, j'aimerais passer à la séance très connue qui s'est tenue le 24 janvier. Et l'accusé ici présent a affirmé que l'accord avec Cengiz concernant la régionalisation devrait être accepté et que ceci pourrait être réalisé en l'espace de 15 jours, c'est-à-dire d'ici à la fin du mois de janvier. Et voilà ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en fait, que nous pouvons nous imaginer ce qui peut se passer si, Dieu nous garde, il y avait un désordre qui s'opérait entre les différents groupes ethniques et si une guerre religieuse voyait le jour en Bosnie-Herzégovine. Vous avez les Serbes qui quitteraient les zones musulmanes, les musulmans qui quitteraient les zones serbes, les Croates qui se rendraient dans leur propre région, au pluriel, et les villes tomberaient, et ce serait un bain de sang. Et où serions-nous? Eh bien, nous aurions des Serbes dans des régions serbes, des musulmans dans des régions musulmanes, et des Croates dans des régions croates. Une totale homogénéité. Et donc, ce que nous devrions faire, c'est en fait s'asseoir autour de la même table de négociation et apposer nos signatures, parce que sans 3 signatures, il ne pouvait pas y avoir d'accord en Bosnie-Herzégovine. Et c'est la preuve, le 24 janvier, l'accusé ici présent a dit que c'était clair pour tous qu'il n'y avait pas en fait de situation qui pouvait relever du fait accompli.
Mais ici, il s'agit de janvier 1992, c'est-à-dire un mois avant le référendum. Alors, comment peut-on parler d'entreprise criminelle commune dont l'accusé fait l'objet d'un chef d'accusation? Ici, nous disons en fait qu'à moins d'arriver à un accord, nous ne pourrons arriver à rien. Et puis il y a une autre partie de cette séance où l'accusé a dit « Essayons d'éviter que la situation ne soit plus sous contrôle. Si nous nous livrons au désordre et au chaos, nous ne pourrons plus arriver à rien. » Ce sont donc les éléments qui nous ont guidés afin d'obtenir de la part de l'ambassadeur Cotillero, afin donc d'obtenir notre force de police, et ceci a été accepté. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un autre élément. Regardons Sarajevo à proprement parler. Vous voyez la zone du Grand Sarajevo. La ligne en bleu est la ligne serbe, et où vous voyez marqué HVO. Cela représente la zone où nous avons donc le HVO, vous avez les musulmans et vous avez nous-mêmes. Donc nous sommes en fait encerclés. Vous voyez le siège de la ville. Je vais me lever pour vous montrer ceci sur la carte. Vous voyez donc la zone du Grand Sarajevo. Nous expliquerons ça un peu plus tard, mais vous avez les territoires serbes qui sont sous le contrôle des Serbes. Pas tous, mais certains le sont. Vous avez une partie du territoire serbe qui est encerclée par les forces musulmanes et croates. Donc nous sommes également victimes d'un siège. Vous avez la ville, le centre-ville à proprement parler. Nous sommes une ville divisée. Vous voyez que les Serbes sont autour de Sarajevo. Mais revenons à la carte de la composition ethnique. Cette carte a été établie par le même institut que celui qui a établi la carte de la Bosnie. Il s'agit de l'Institut de Sarajevo. Il s'agit de la ville de Sarajevo. Vous voyez le centre-ville avec une ligne blanche très mince, et vous avez en bleu les parties où les Serbes étaient en majorité, et puis en bleu clair vous avez une majorité relative de Serbes. Vous voyez donc la ville de Sarajevo totalement serbe, comme vous pouvez le voir. C'était la propriété de la famille Pavlović. Lorsque les Turcs sont arrivés, la famille a été décimée, mais les Serbes ont continué à vivre autour de Sarajevo, et pendant très longtemps ils étaient la population majoritaire à Sarajevo. Lorsque la guerre a éclaté, les Serbes sont arrivés à protéger cette zone dans le centre-ville. Est-ce que l'on pourrait agrandir cette partie de la carte pour voir la ligne de front, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à voir cet agrandissement sur mon écran. Voilà. Maintenant, nous pouvons voir que les Serbes étaient arrivés à protéger une partie de la ville, et il s'agit en fait du quartier de Garbavica sur la rive gauche de la rivière, et puis vous avez sur la rive droite un quartier que les Serbes n'étaient pas arrivés à défendre, et il n'y avait pas une seule personne vivante. 250 personnes sont tombées dans les mains de M. Izetbegović et ont été tuées. La maison de M. Mladić était là-bas, mais heureusement sa famille est arrivée à s'échapper, mais la totalité de la zone a été détruite.
Maintenant, Excellence, regardez cela. Les Serbes ne contrôlent que les quartiers dans lesquels ils habitent dans cette ville. C'est-à-dire le centre-ville et les zones environnantes ou les faubourgs. Et ces territoires serbes sont en fait assujettis au siège musulman puisque nous sommes encerclés par les armées musulmanes et croates. J'aimerais maintenant que l'on mette l'accent sur la municipalité de Haliči dans la partie en bas à gauche. Est-ce que l'on pourrait agrandir la carte au niveau de la municipalité de Haliči? C'est sur l'autre carte, s'il vous plaît. C'est donc en bas à gauche. L'accusation dit que les Serbes ont pris le contrôle de Haliči puisqu'ils étaient en majorité. C'est vrai que nous étions présents, mais la zone en vert et la municipalité de Haliči et les Serbes n'étaient pas en contrôle. Les Serbes ne contrôlaient que les parties serbes de Haliči. Et dans toute la Bosnie-Herzégovine, lorsqu'il est mentionné que les Serbes avaient pris le contrôle de telle ou telle municipalité où ils étaient en minorité, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Tout ce que les Serbes contrôlaient, c'était la partie serbe de la municipalité. Et puis, il y a également Grasnica, c'est le numéro 5. La moitié de Grasnica, était la municipalité de Ilica et les Serbes ne contrôlaient que la moitié de la municipalité de Ilica. Ils n'ont jamais essayé de prendre le contrôle de la municipalité de Rasnica. Est-ce que vous pouvez le voir? Je crois que de Ilica. De l'autre côté de Rasnica, vous avez Lukavica, Dobrinja, etc. Et en fait, nous n'avons pas contrôlé des parties musulmanes, alors que les musulmans ont contrôlé des parties importantes habitées par les Serbes. Et personne n'est resté en vie ou n'était encore en vie à la mi-mai, puisqu'en fait, les personnes avaient dû quitter ces régions ou ces zones. On peut dire effectivement que Sarajevo faisait l'objet d'un siège, mais la vérité est que la ville était divisée et il y avait la ville à proprement parler et les zones environnantes. Et sur la carte, nous pouvons voir la ville à proprement parler. Nous voyons les lignes de front. Qui sont séparés de 100 à 200 mètres. Quelquefois, il n'y a que 50 mètres qui les séparent, 15 mètres. Et j'aimerais, si vous voulez, que je me lève en utilisant la carte. C'est la ville et j'ai passé 50 ans de ma vie. Vous avez Grabavica, vous avez la rivière Mijatska, vous avez la population majoritaire ici. Et est-ce que l'on pourrait donner un micro à l'accusé, s'il vous plaît? Le président. Monsieur Karadzic, est-ce que vous pourriez reprendre, mais en utilisant un micro, s'il vous plaît? Monsieur Karadzic, maintenant nous voyons la ligne de front. Et la ligne de front suit les deux lignes qui sont l'une à côté de l'autre. La ligne rouge, vous avez les lignes de front musulmanes et serbes qui sont l'une à côté de l'autre. Et lorsque quelqu'un dit que les Serbes ont bombardé, et vous entendrez des témoins de l'accusation qui le diront, en fait, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est la direction d'où venaient ces bombardements. Maintenant, qui peut vraiment dire, si vous regardez cette carte, quels étaient en fait les objectifs légitimes dans la vieille ville? Quels étaient les objectifs légitimes que la partie serbe pouvait cibler? Eh bien, j'aimerais que l'on se concentre sur cette zone. Nous n'avons pas encore la carte complète, mais nous l'obtiendrons un peu plus tard dans l'affaire. Vous voyez les écoles, les maternelles qui avaient été transformées en bâtiments militaires.
vous avez la maternelle qui s'appelle Nchelica, dans la zone de Mankovic. C'était le poste de commandement de la 155e brigade. De la 105e brigade. Et puis, vous avez également une autre maternelle. C'était un quartier où vous aviez 3 fois plus de soldats que le corps de Sarajevo-Romagna. Ici, vous avez le commandement de la 150e brigade de montagne. Et vous avez également l'école primaire Razia Omanovic. Là, vous avez la vieille ville qui remonte à l'époque turque et nous avons essuyé des pertes dans cet endroit. Et vous pourrez voir que nous avons également eu des tirs de mortier sur cette rive. Et en fait, c'est probablement de là qu'on a tiré sur Marcalé parce que c'était la direction de provenance des obus qui ont touché cette partie de la ville. Je crois que vous avez ceci sur la liste. C'est dans la zone de Bistrik. Les positions de tir, le quartier de Bistrik, la rue Bistrik, vous aviez une batterie de mortiers. Il s'agit en fait d'une ville sur une colline sur laquelle les positions s'étaient constituées. Et nous étions derrière, vers le sud. Et si vous teniez cette position, vous pouviez en fait ouvrir des tirs dans toutes les parties de la ville. Maintenant, regardons cette partie assez escarpée de la ville. Essayons de voir quelles sont les cibles légitimes. Cela représente 10% des cibles légitimes. 10% ce que nous allons montrer comme étant des cibles légitimes. Et nous allons vous montrer comment on a abusé des hôpitaux, des écoles, des maternelles qui ont été transformées en bâtiments militaires. Ici, vous avez la 152e brigade, vous avez une école étrangère dans la rue Miskin. Et c'est là où il y a une explosion le 27 mai 1992. Ici, vous avez le poste de commandement de la police militaire. Ici, nous avons Baschacia, qui est le centre de la vieille ville. Et puis, plus en aval, si l'on peut agrandir la partie qui est sur la gauche, est-ce que l'on peut passer à Skanderia? De l'autre côté de Skanderia, nous avons la rue Desitea. Un peu plus sur la gauche, s'il vous plaît. En aval, ici, vous avez le poste de commandement de la 105e brigade. C'est le bâtiment Chipad. C'est un bâtiment civil qui a été transformé en bâtiment militaire. Et du toit de ce bâtiment, ils ont ouvert le feu et nous avons donc riposté, mais ils ont considéré qu'il s'agissait en fait d'un bombardement non sélectif de la ville par l'armée serbe. Il s'agit ici d'une zone logistique. D'une base logistique. C'est la base que l'on appelait le Jitejeva numéro 2. Il s'agit en fait d'une flotte d'hélicoptères dans le centre de Sarajevo. Et il s'agit en fait d'une cible militaire légitime de tout premier ordre. Ici, nous voyons le quartier de Marinvor, qui est dans la vieille ville. Et juste à côté, vous avez l'hôtel Holiday Inn où les journalistes étrangers séjournaient. Et dans ce quartier, vous avez eu en fait la scène de tous ces événements.
et de tous ces bombardements. Par exemple, si vous regardez la cathédrale catholique, c'était la base logistique de la 105e brigade. Et à côté de l'église, vous avez une rue qui va vers le pont Verbania. Et vous avez une position de tir et une position de tir au mortier qui est à l'angle de cette rue. Donc vous voyez cette position de tir qui est vraiment dans le centre de la ville. Et puis, vous avez à 12,7. Vous avez des PAM de calibre 12,7 qui étaient utilisés dans le centre de la ville. Et vous avez les positions des tireurs embusqués ici à l'angle de ces rues. Et maintenant, nous allons voir le nombre d'écoles et de maternelles qui ont été utilisées, ou plutôt abusées. Vous avez ici la faculté ici à Verbania. Nous l'avons vu il y a quelques secondes. Et puis vous avez le bâtiment du musée qui avait également une position de tir. Et nous avons essuyé des tirs provenant de cette position et nous avons dû riposter et nous avons utilisé un calibre 12,7 PAM. Des PAM 12,7. Et ici, vous voyez ici il y a en fait des cibles qui étaient tout à fait légitimes. Il s'agissait de cibles légitimes parce que nous savions qu'il s'agissait de... nous savions qu'il s'agissait de cibles légitimes. Il s'agissait de positions de tir de la 101e. Et vous aviez également un atelier de réparation pour les blindés. Et puis, pour ce qui est du bâtiment de l'Institut de transport, qui était encore une fois une cible légitime, vous avez un poste de commandement avancé et vous avez un atelier de réparation également. Il fait référence ici à des cibles légitimes. Mais de l'autre côté, le bureau du procureur pense que même si nous savions de quoi il s'agissait, nous devions en fait dire qu'il fallait ouvrir le feu au niveau d'un atelier. Et ce n'est pas comme ceci que cela est fait. L'hôpital de Kochevo maintenant. Vous verrez que le procureur confirmera que sur le site de cet hôpital de Kochevo, ils ont fait des trous en tirant avec leurs armes et ensuite ils ont appelé la presse. Vous voyez ici, 150e brigade de montagne, le QG hôpital de Kochevo. Parlons maintenant de l'université de culture physique, autrement dit l'institution éducative du supérieur, dont il a été fait un usage abusif, car ce bâtiment de la faculté hébergeait la 105e brigade de montagne. École primaire Vuk Karadžić, je suis sûr qu'elle a changé de nom aujourd'hui. Il s'agit d'un aïeul à moi, né en Serbie, qui a révolutionné la culture serbe et l'orthographe serbe. Bien, je crois que tout cela suffit à présent et j'aimerais énumérer à votre intention maintenant rapidement ce que l'on peut dire au sujet de Sarajevo. Donc, Sarajevo est construite entièrement sur de la terre appartenant aux Serbes. De tout temps, cette ville a été une ville serbe. Certains lieux-dits autour de Sarajevo sont depuis des siècles des hameaux serbes, peuplés majoritairement de Serbes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et depuis la Seconde Guerre mondiale avec des quartiers majoritairement peuplés de Serbes
et d'autres non. Avant le début de la guerre dont nous parlons, dans le cadre de la conférence relative à la Bosnie-Herzégovine, la ville de Sarajevo et ses diverses municipalités n'ont pas fait l'objet de propositions de la part de la partie serbe relative à une partition de la ville, puisque nous défendions l'option d'une cantonisation à la Suisse de la Bosnie-Herzégovine. Donc, nous demandions une transformation de la ville de Sarajevo correspondant un peu à ce qui s'est passé à Bruxelles. Comme vous le savez sans doute mieux que moi, à Bruxelles, il existe 18 municipalités et toutes ces municipalités sont soit flamandes, soit wallonnes. Aucune d'entre elles n'étant mixte. C'est de cette façon que l'on évite les conflits, ce qui est encore plus important lorsqu'on parle de peuples balkaniques auxquels il est exigé de se mêler les uns aux autres au sein d'un melting pot, alors que des tensions importantes les opposent et que cette proposition peut déboucher sur des problèmes importants. Donc la demande qui était faite était de transformer Sarajevo en une seule municipalité pour faire disparaître au moins une des causes de tension. Sur la carte que je vous ai montrée, vous verrez que lorsqu'on parle d'armée, l'armée n'est pas une armée professionnelle. Ce sont des gens qui habitent à 50 mètres de là. Ils n'ont nulle part où fuir. Ce sont des hommes qui sont obligés de se battre à 50 mètres de leur maison. Ils rentrent chez eux à la maison pour dormir. Ils n'ont pas de caserne. C'est une armée populaire dont nous parlons. Ce n'est pas une armée de métier. C'était des hommes qui n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient se battre pour défendre Sarajevo. Si la guerre avait été évitée, Sarajevo aurait été transformée en une ville comportant plusieurs municipalités et chaque municipalité aurait vaqué à ses propres affaires. Sur toute la Bosnie-Herzégovine, une gerrymanderisation a eu lieu. Gerrymander était un grand maître de la manipulation des urnes au moment des élections. Il était capable de créer des unités électorales destinées à ce que le parti le plus faible, qui s'était porté candidat, puisse l'emporter. Et ce phénomène de gerrymanderisation était très présent dans l'ex-Yougoslavie et notamment en Bosnie-Herzégovine, de sorte que Krasnica a été rattaché à Ilidža pour que les Serbes n'aient pas de municipalité leur appartenant. L'endroit où habitait M. Krajišnić était une municipalité à une certaine époque. Juste avant la guerre, nous en avons fait une municipalité. Mais autrement, ce n'en était pas une. Donc, le développement, l'essor électoral des Serbes s'est arrêté grâce à ce phénomène de gerrymanderisation. Et nous démontrerons à quel point ce phénomène a été appliqué dans toute la Bosnie pour que des secteurs serbes soient rendus totalement inoffensifs. Donc le projet relatif à Sarajevo, c'était une réorganisation administrative destiné à ce que les municipalités soient de toute façon réduites en taille, parce que jusque-là, les municipalités étaient énormes et cela a donné lieu au développement de phénomènes de corruption un peu partout. Donc même si la guerre n'avait pas eu lieu, même si la crise n'avait pas éclaté, il aurait fallu réduire la taille des municipalités. Sarajevo comportait 10 municipalités avant la guerre. Les Serbes ne contrôlaient que les municipalités serbes. Et là où les musulmans avaient la majorité, ils ne contrôlaient que les quartiers serbes de ces municipalités musulmanes. Revenons donc à la carte et voyons de nouveau la ligne de front. Bien. Alors, à gauche, on voit Palais, et puis on voit Renovica, et donc cette municipalité de Palais, municipalité musulmane, dont nous n'avons jamais essayé de nous emparer pour en prendre le contrôle. C'est à l'extrême droite. La partie de la ville contrôlée par l'armée, par les soldats et la police du SDA était sous le contrôle du premier corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine, devenu plus tard la 12e division. Ces effectifs équivalaient à
35 000 et pouvaient aller jusqu'à 80 000 hommes. Ils avaient leur cible légitime, qui étaient des écoles maternelles, une école primaire, le café de Pera, Shalkovitch, Ferhadia, qui est une école de langues étrangères, le siège de la police militaire sur la rue du Maréchal Tito, Shipad, qui était également une entreprise, donc une installation civile, et puis des immeubles d'habitation qui étaient bien connus par Carrington et les gens qui l'entouraient, et qui, semble-t-il, était une cible légitime puisqu'elle était habitée par des soldats en armes. Elle hébergeait des mortiers et d'autres armes de combat mortelles. Et puis, il y avait le pont de Verbania qui abritait un nid de mortiers. Donc, pendant le procès, nous allons établir très précisément et dire l'entière vérité sur toutes ces cibles et l'endroit où elles étaient situées. Les Nations unies vont voir que ce ne sont jamais les Serbes qui ont commencé les combats à Sarajevo. Nous n'avons cessé de dire attendons que l'on obtienne une solution politique dans le but seul et unique de sauver la vie des habitants. Les musulmans se sont vantés d'avoir à l'intérieur de cette ligne qui se trouvait dans la ville établi un front de 42 km de long. Et à la fin de la guerre, ils se vantaient d'avoir étendu ce front jusqu'à une longueur de 60 km. Si vous pensez que lorsqu'on parle de combat, on parle de combat de rue, et qu'il s'agit dans le cadre de cette guerre urbaine d'avancer quelques mètres par quelques mètres, eh bien, prolonger le front de 22 km vous montre bien qui était à l'origine des attaques à Sarajevo et qui se contentait de se défendre. En Bosnie et à Sarajevo, les Serbes n'ont jamais exprimé le désir de capturer des territoires. C'est tout à fait le contraire qui a eu lieu. Les Serbes étaient prêts à faire des concessions dans l'intérêt de la paix. Nous n'avons jamais agi dans cette ville dans un sens contraire à nos intérêts. Et notre intérêt, c'était de redonner vie au processus de paix et d'obtenir 3 signatures au bas d'un accord de paix dans le cadre d'une solution pacifique à la crise. Notre intention n'a jamais été de bombarder ou de pilonner. Et nous le prouverons ici. Nous prouverons que les tueries en masse ont résulté d'une stratégie de ruse dirigée par Sefer Halilovic et ce, dans le cadre de l'application de la politique mise au point par Izetbegovic. Les trucs qui ont été mis en œuvre avaient pour but de faire venir les troupes étrangères et d'obtenir une intervention étrangère. Ce que les jeunes musulmans voulaient ne pouvait être obtenu qu'en semant la terreur ou par voie d'intervention étrangère. Le SDA n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait par la voie de la terreur, donc il s'est efforcé de maintenir la terreur pour faire venir les forces étrangères. Tous les médiateurs vous diront que ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine l'a été par la partie musulmane dont le but était d'attirer l'OTAN et les pays occidentaux dans la guerre à leur côté. Je suis tout à fait persuadé indépendamment de la réforme du droit international, que les principes fondamentaux sont toujours respectés. Il nous suffira donc de démontrer, de prouver que si des habitants, si des civils ont été tués, il importe, et nous l'exigeons de l'accusation, que l'accusation le démontre. Donc, si les musulmans eux-mêmes ont tiré sur leur propre population, ou s'ils ont tiré aussi sur leur propre population, il faut que la preuve en soit apportée. Et c'est sur l'accusation que repose la charge de cette preuve. On parle de représailles de notre part. Je vois que dans une lettre, le général Milovanovic répond aux observateurs internationaux qui nous reprochent le nombre d'obus que nous aurions tirés pour répliquer à une attaque. Ils ne nous reprochent pas l'attaque, mais le nombre d'obus tirés.
Je n'ai pas vérifié quelle était la qualité des armements de part et d'autre, mais j'ai répondu au général comme si la chose était exacte. Et j'ai expliqué pourquoi ce genre de représailles avait lieu. Or, il s'est avéré qu'en fait, la réalité, c'est que quelqu'un qui disposait d'effectifs réduits et qui craignait pour l'avenir était en droit de tirer en représailles. Et vous verrez qu'à la date du 20 juillet, nous disons qu'il faut réduire le nombre des obus, mais que si cela doit se faire, il faut qu'une brigade vienne de Kraïna, car sinon les effectifs présents sur place vont être totalement neutralisés. Donc on nous dit réduisez le nombre d'obus tirés, nous disons d'accord pour réduire le nombre d'obus tirés, mais dans ce cas il faut que la brigade de Kraïna vienne en renfort, car ce n'est pas une guerre menée par une armée, c'est une guerre populaire, et là où des effectifs du SDA prennent position, il ne reste plus ne serait-ce qu'un chat en vie. Toute vie est détruite. Or, la guerre a duré à Sarajevo à peu près 120 jours. 1200 jours, correction de l'interprète, ce qui est un nombre à peu près équivalent de jours à celui de l'Apocalypse, 1260 jours. Cette guerre s'est prolongée parce qu'il n'y avait pas d'armée professionnelle. Vous verrez dans la présente affaire que les Croates de Bosnie confirment que des unités pouvaient entrer et sortir de Sarajevo à leur gré. Et vous entendrez des représentants de l'ABIH, de l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui vous diront qu'ils quittaient Sarajevo et revenaient en ville comme ils le voulaient. S'agissant de la circulation dans la ville de Sarajevo, au début de la guerre, j'ai proposé que Sarajevo soit une ville ouverte sous la protection des Nations Unies. Izetbegovic n'a pas accepté cette proposition. Pour lui, il était important de pouvoir faire pression et faire du chantage à la communauté internationale pour susciter les émotions. Donc, il lui fallait une ville fermée. Nous avons dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de restrictions sur la circulation des civils, que ces restrictions ne concernent que les transports militaires. Mais les transports d'aide humanitaire ont été bloqués. Pourquoi? Parce que cela faisait monter les prix et que les musulmans ont gagné beaucoup d'argent dans ce trafic. Regardez un peu les zones sous le contrôle de l'armée dirigée par le SDA. Vous verrez que pas une goutte d'eau, pas un mètre cube de gaz, pas un kilowatt d'électricité n'a été reçu par ce quartier sans que ces aides ne passent par les territoires serbes. Donc ce que les musulmans ont reçu, ils l'ont toujours reçu après que l'aide en question soit passée par les territoires serbes. Nous n'avons jamais privé ce quartier de ce dont il avait besoin. Comment peut-on parler de ville terrorisée? Parce que lorsque nous n'avions pas assez d'eau, nous partagions notre eau avec eux. Le peu d'eau que nous avions, nous le partagions avec eux, même si nous n'avions pas assez. Et il existe une lettre qui a été citée ici. J'écris à mes généraux qui se fâchent en disant que nous laissons passer l'aide humanitaire à destination exclusive des musulmans sans que les Serbes n'en reçoivent quoi que ce soit, ou en tout cas avec des Serbes qui en recevaient peut-être un tiers ou un quart. Et nous répondons en disant les civils ne sont pas nos ennemis, nous n'allons pas les priver de vivre ou de quoi que ce soit d'autre. Excellence, dans cet endroit que je vous montre, entre Krasnitsa et cet étroit passage sur le front, se trouve l'aérodrome que nous avons remis entre les mains des Nations Unies en juin ou juillet 1992. Sur cet aéroport ont atterri plus de 10 000 vols d'aide humanitaire. Il n'y a pas eu un seul incident provoqué par la partie serbe en dehors des moments où eux tiraient sur les avions pour que la faute retombe sur nous. 10 000 avions transportant de l'aide humanitaire. Est-ce que cela indique une ville terrorisée? Nous tenions l'aérodrome et nous l'avons remis aux Nations Unies. Des milliers de camions, des milliers de convois d'aide humanitaire sont entrés dans Sarajevo en passant par le territoire serbe. Et les documents du général Valgren, de M. Akashi et d'autres vous montreront que l'incident relatif au convoi d'aide humanitaire que
que des incidents se sont produits uniquement lorsque ces convois se sont rendus responsables d'irrégularités. M. Akashi le confirme, de même que d'autres représentants des Nations Unies, qui disent les Serbes ne posent aucun problème vis-à-vis des convois, mais si on fait du trafic dans le cadre de ces convois, c'est-à-dire que ces convois transportent des biens qui n'ont pas été déclarés, alors on les arrête. Et ça, c'est tout à fait logique. Le responsable celui qui vérifie le convoi voit une liste d'un certain nombre de produits. S'il trouve d'autres produits dans le convoi, il arrête le convoi. Maintenant, créer un incident lié à un convoi humanitaire dans l'intérêt de CNN ou d'autres médias, ça c'est autre chose. Parce que si un responsable n'est pas prévenu du passage du convoi, il n'est pas autorisé à le laisser passer. Si le convoi doit passer par un pont et que ceci a été annoncé et que le convoi finalement passe par un autre pont, il ne va pas passer. C'est logique. Sarajevo, c'est notre ville. 157 000 habitants déclarés et 30 000 Yougoslaves qui étaient pratiquement tous serbes vivaient dans cette ville. Donc Sarajevo était une ville serbe. Moi, j'ai vécu dans cette ville parce que je l'ai choisie. J'aimais cette ville, je l'aime encore aujourd'hui et je ne cesserai jamais de l'aimer. Nous avons une partie de la ville qui est à nous. Si notre proposition de déclarer Sarajevo ville ouverte, il n'y aurait eu aucun problème. S'il avait été accepté de transformer Sarajevo en plusieurs municipalités dont certaines seraient musulmanes, certaines serbes et certaines croates, vous voyez en brun la municipalité de Stupni Dobrodi, à côté d'Ilidža, qui est une municipalité croate. Dans ce cas, nous aurions vécu dans la paix. Mais les musulmans voulaient 100% de la Bosnie, 100% du pouvoir, 100% de la ville. Et c'est à cause de cette volonté que nous en sommes arrivés là où nous en sommes arrivés. Or, le procureur estime que nous n'avions pas le moindre droit de nous protéger. Il estime que nous n'avions pas le moindre droit de nous défendre. J'aimerais maintenant soumettre à votre attention un passage du livre du général Rose, qui dit « Les Français étaient bien informés du fait que les troupes musulmanes dans la ville ont ouvert le feu sur certains habitants. Cela était davantage la règle que l'exception. » Au brigadier Haili Hajlovic, surnommé l'Italien, et au général Jovan Divjak, j'ai dit que le premier examen du cratère de la bombe explosée à Marcalais a montré que cet obus avait été tiré du côté musulman. Hajru Halovic m'a regardé avec animosité. J'ai ajouté que l'angle d'arrivée de l'obus démontre que cet obus a été tiré d'une distance très faible, voire même que l'obus aurait été installé sur place et activé sur place. Le président, Monsieur Karadzic, les interprètes n'ont pas la transcription de ce passage. Donc pourriez-vous ralentir la lecture, je vous prie. Izvinjavam se. Monsieur Karadzic, toutes mes excuses. Je lui ai demandé ensuite pourquoi ils avaient mis de côté des fragments de cet obus après explosion, avant l'arrivée des forces des Nations Unies sur place, sur le lieu de l'incident. Et vous verrez, Excellence, que le procureur que vous avez ici dans la salle a cité un certain nombre de représentants des Nations Unies à titre de témoins, mais qu'il ne citera pas les hommes qui sont arrivés les premiers sur place. Nous ne les entendrons pas. Le procureur va citer à la barre un homme qui est arrivé sur place 40 minutes après l'incident, en août 1995, et un autre qui est arrivé 7 jours après l'incident de 1994. Et lorsque nous demandons à ces personnes quel était le meilleur moment pour enquêter sur l'incident, sur les incidents, ils répondent dans les quelques minutes qui font suite aux incidents. Donc, le premier arrivé sur place après l'incident a les meilleures chances de trouver les indices les plus valables
quant aux causes de l'incident. Or, le procureur a totalement ignoré les personnes arrivées sur les lieux de l'incident en premier, car manifestement leurs déclarations ne plaisent pas au bureau du procureur. Lord David Owen, dans le livre dont il est l'auteur, l'Odyssée balkanique, indique, je cite, que le gouvernement bosnien a empêché le départ de sa population par des difficultés bureaucratiques et en érigeant des barrages routiers. On racontait qu'il était interdit de partir à tout jeune homme ou à tout homme dont l'âge se situait entre 18 et 45 ans, ainsi qu'aux femmes dont l'âge variait entre 18 et 60 ans, car ces personnes étaient indispensables à la défense de la ville. Mais en fait, la raison principale de tout cela était différente. Le siège serbe émouvait le monde entier dans le cadre de cette guerre de propagande. Il était donc absolument indispensable que les vieillards et les enfants restent dans la ville pour justifier cette arme de propagande la plus efficace qui était à leur disposition. Ils ne voulaient pas réduire l'efficacité de cette arme de propagande afin d'attirer les Américains dans la guerre. Fin de citation. Donc, l'objectif poursuivi était d'attirer dans la guerre l'OTAN et les Américains. Voilà tout ce que j'avais à dire au sujet du pilonnage de Sarajevo. Et le général Rose dit à un certain moment, il serait plus facile s'ils s'abstenaient de tirer sur leur propre population. Dans la ville, la guerre se terminerait plus vite. Tout cela, ce ne sont pas des indications, ce sont des preuves de ce qui s'est passé, in dubio pro reo. Et ce sont des preuves que eux ont fait ce genre de choses. Vous avez vu la séquence vidéo d'hier, vous avez vu le marché complètement désert. Et dans ces conditions, je ne comprends pas très bien pourquoi le général Galic a été condamné à vie et encore moins pourquoi des actes d'accusation ont été dressés contre Milosevic, contre moi-même et contre d'autres. Donc dans des circonstances de ce genre, nous ne pouvons ne pas dire qu'il serait préférable que le procureur se penche une nouvelle fois de façon très détaillée sur l'acte d'accusation et qu'il prenne conscience de combien il est dommageable que ces procès soient aussi nombreux contre une partie qui a été sur la défensive pendant tout le temps, une partie qui attendait une solution politique. Combien il est dommageable que cette partie soit présentée comme la principale partie belligérante, comme la partie agressive, comme une partie terroriste qui a agi contre une ville dont 80% des habitants serbes ont été expulsés vers les banlieues. Je crois que si le procureur se penchait avec attention sur les documents disponibles, il ne se contenterait pas de retirer son acte d'accusation contre moi, mais demanderait même que soient révisés les jugements contre mes généraux de façon à ce que soit sauvé l'idéal de la justice internationale et que soit sauvée la réputation de tribunaux comme celui-ci. L'idéal de la justice internationale est en grave danger de compromission. Si ces procès se poursuivent, je prouverai ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine et vous verrez que c'est en grande partie la communauté internationale qui a été responsable de tout cela. Et avant tout, le SDA. Mais le SDA n'aurait pu commettre des actes de ce genre sans le plein appui et le plein soutien de l'étranger.
car les Croates et plus tard les intégristes musulmans, qui sont censés être la population musulmane, n'avaient pas choisi cela et ceci aurait pu donc ne pas se passer. L'idée des intégristes, c'était de créer un État ottoman plutôt qu'un État démocratique. Vous vous rappellerez Silajdžić et les autres qui en ont été les seuls bénéficiaires. Je veux dire, ils auraient pu imposer un régime de ce genre et en être les seuls bénéficiaires. Est-ce que je peux poursuivre, le Président? Vous pouvez continuer encore 5 minutes, mais si vous le souhaitez, nous pouvons faire la deuxième pause maintenant. Monsieur Karadzic, je pensais que j'en avais peut-être assez dit au sujet des généralités relatives à Sarajevo, car pendant le procès, nous allons revenir en détail sur Sarajevo. Et la défense que j'assure n'est pas d'accord avec la démarche adoptée par le bureau du procureur qui consiste à affirmer que des Serbes ont tué des musulmans. Nous voulons déterminer exactement ce qui s'est passé. Je ne dispose pas encore des documents de médecine légale relatifs à Marcalais 1 et Marcalais 2. Pas plus qu'au sujet de l'incident des gens qui faisaient la queue pour le pain à Vacha Pour les autres incidents, je suis convaincu que comme à Marcalais 1 et Marcalais 2, il n'y a pas eu de victimes civiles du tout. Il peut s'agir de cadavres qui ont été placés sur place. Et d'ailleurs, les représentants des Nations Unies viendront ici dire qu'ils ont été prévenus par les prédécesseurs des postes qu'ils ont occupés d'être très prudents par rapport à ce genre de possibilité de placer des cadavres après coup dans certains lieux, un peu partout dans la ville de Sarajevo, afin d'accuser la partie serbe des actes présumés commis. Comment est-ce que nous allons traiter de tout cela si nous ne pouvons pas compter sur une enquête objective menée par un juge d'instruction objectif, si nous ne pouvons pas compter sur qui que ce soit d'autre que sur les représentants du bureau du procureur pour s'occuper de tout cela? Nous ne pouvons compter que sur vous. La Chambre de première instance va empêcher que des trucs de ce genre ou des actes consistant à mettre des cadavres après coup sur place puissent être pris en compte et demeurent dans l'histoire comme une expression de la vérité. Nous avons vu hier ce qui s'est passé à Marcalais. C'est un désir que nous avons et qui ne peut être satisfait qu'avec de grandes difficultés. Si vous avez une pensée droite, vous constaterez que les Serbes ne sont pas responsables de ces actes. Nous avons vu que tout cela a été orchestré. Mais rendez-vous compte ce qu'il en est pour la population sur place, les Serbes et les musulmans. Nous n'allons pas aujourd'hui parler de Srebrenica. Nous allons voir quels sont ces mythes falsifiés, quelles sont ces fausses victimes. Nous allons aller au cœur des questions. Nous allons voir ce qui s'est passé pour que l'avenir puisse s'ouvrir sans ces semences de haine et de souffrance pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous verrons qui a orchestré tout cela. Le Président, nous allons maintenant faire la deuxième pause. 20 minutes. Que vous levez.